Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ça y est, la fin de saison approche, attention elle n'est pas finie, hein, mais on arrive un peu à l'épilogue puisque on a passé les championnats du monde qui ont été voilà, des super épreuves et là on va arriver sur les classiques italiennes avec le Tour d'Émilie, les Trois Vallées Varesines et puis le Tour de Lombardie pour clôturer la saison. Bon après il y a des petites courses en Chine, tout ça, mais bon je pense que on va peut-être pas en parler là. Donc voilà, la saison va prendre bientôt fin, mais il reste des belles épreuves et puis surtout le cyclisme finit jamais puisqu'ensuite c'est le cyclocross qui va prendre place pour quelques mois. Donc voilà, si certains commencent à ressentir de la nostalgie ou un petit manque, ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrête maintenant plus jamais. Et en plus, on a vécu une saison de fou, donc c'était un vrai plaisir et c'est pas fini car ce soir, ça va être encore la folie. C'est le retour de votre émission préférée, hein. La dernière édition était au printemps dernier et elle est de retour. Écrase les pédales avec nos fameux top 10 un peu hors série, voilà, où on revient un peu sur des moments historiques du 21e siècle. Alors avant de vous dévoiler le programme de ce soir, je vais déjà vous dévoiler mes co-animateurs, mes chroniqueurs sur cette émission et puis celui qui a été là dès la première émission, dès le premier Écrase les pédales, c'est Poppy. Comment ça va Poppy? Salut, salut tout le monde. Ça va super, en grande forme. Je suis très content de revenir pour cet écran. On est passé par un peu toutes les étapes, hein, de la montagne, du coureur français, et maintenant on s'attaque aux grosses cuisses, apparemment, ici, hein. Tout à fait, puisque le thème d'aujourd'hui va être les sprinters, mais ça vous le savez déjà, puisque si vous avez cliqué sur notre émission, c'est que ça vous intéresse. Et pour nous accompagner, Poppy, ce soir, c'est la recrue phare de l'année, hein, clairement, on l'a pas manqué, il a brillé, il a été très très régulier, et pas qu'en dernière position, on l'a souvent entendu, avec des analyses très pointues, c'est Lolo. Comment ça va Lolo? Bah, ça va super. On est sur la fin de saison. Je suis en train de me mater tous les répètes cyclocross de l'année dernière. Je suis déjà un peu en manque. Et bah, j'ai hâte d'avoir de la gadoute partout. Eh bah ouais, ça va arriver, ça va arriver. Mais en attendant, on va plutôt avoir bah voilà, des braquets, des chaînes qui se brisent sous l'effort des cuisses et des mollets de nos sprinters, puisque c'est bien un top 10 des sprinters du 21e siècle qu'on va faire ensemble ce soir. Alors juste avant de démarrer cette émission, petit rappel, hein, n'hésitez pas bien sûr à nous soutenir sur YouTube en vous abonnant à la chaîne. Nous sommes maintenant voilà, près de pas loin des 2000, 2500, il me semble, abonnés. Donc ce serait incroyable de continuer à augmenter pour arriver peut-être à 3000 abonnés au début de la saison prochaine. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous nous écoutez souvent ou même si vous nous découvrez. On est preneur de votre soutien, les gars. C'est assez incroyable. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein, Instagram et Facebook, pour découvrir comme d'habitude les nombreux réguliers articles de Matt et Simon. C'est vraiment incroyable. Ils font des previews de courses, des reviews, ils font des récits historiques sur, voilà, sur des grimpeurs, sur des nations, sur des punchers, sur à peu près tout. Enfin voilà, vraiment, ils font un travail, un boulot de dingue. Donc n'hésitez pas à les regarder tout ça. On va revenir du coup à nos moutons et j'ai envie de dire plutôt à nos sprinters. Bon les gars, pour établir ce top 10, je suppose que vous avez pris en compte plusieurs critères. Peut-être Poppy, tu peux nous dire comment toi tu as choisi un petit peu de faire ton classement? Je pense qu'on a pris un peu tous les mêmes critères. Ça se rejoint, ça va se rejoindre forcément. Déjà, en premier lieu, je pense que c'est le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est le palmarès. Voilà, les courses que tu gagnes. Aussi les maillots distinctifs qu'il peut y avoir sur les grands tours. Ensuite, je pense à la longévité. Voilà, est-ce que tu as été très bon pendant une année ou alors est-ce que tu as été dominant pendant 10 ans? C'est vrai que ça compte aussi, c'est des efforts qui sont assez bruts, assez violents les sprints. Donc voilà, finalement, un sprinter qui a la longévité, c'est un sprinter qui a été fort, qui a su gérer. Donc franchement, ça se note. Pour la petite blague, évidemment, le tour de cuisse, hein, bien sûr, on prend le tour de cuisse en compte. Ça rentre dans le classement. Non, plus sérieusement. Je pense que c'est les deux critères principaux que j'ai. Il y a aussi cette lecture du sprint. Voilà, des sprinteurs qui, on l'a vu à l'image. En fait, je pense à ce sprint-là quand je pense en termes de placement de sprint. Mais voilà, à Cavendish qui gagne sur le Tour de France cette année, où il arrive très bien à se replacer dans le sprint, à faire le bon écart et à passer dans le petit trou de souris qui existe. Donc voilà, ça c'est aussi une grande qualité d'être capable d'être dans une situation par exemple défavorable au départ d'un sprint à 400 mètres de la ligne et puis finalement arriver dans les 200 derniers mètres très bien placé dans la bonne roue et de placer la bonne attaque, la bonne accélération finale pour aller lever les bras. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres critères, mais moi je pensais à ces trois-là en priorité. Bah écoute, c'est super complet, hein.
Moi, j'ai aussi le nombre de cassages de chaîne sur un sprint, mais ça, Logique. c'est une autre histoire. Sinon, on peut voir la taille des mollets est quand même aussi assez importante, et bah, je pense que tu as à peu près tout dit. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai une question pour vous et je pense connaître un petit peu la réponse. Est-ce que votre top 10 parle beaucoup français ou très très peu ou quasi pas du tout? Le français. Que des Français dans le top Que 10, des dans le top français, 10, pardon. j'imagine. C'est Évidemment. la nation connue pour ses sprinters, hein. Non mais je pense Non, qu'on non, bah pas on du en a tout, aucun, hein. non. Enfin, pas trop. Enfin, j'en ai mis Non. un, moi, quand même. Ah là Pour là, pour il y en Mention l'honneur. honorable, peut-être. Ok, Pour l'honneur, j'en ok. ai mis un. Ouais, c'est vrai que voilà, on espère que la France du sprint va revenir, mais que en faisant notre classement, on s'est un peu dit, aïe aïe aïe, c'est quand même pas notre spécialité, hein, le sprint. Et je pense que c'est un truc, hein, ce qu'on s'est un petit peu dit en off avant de démarrer l'émission, c'est que bah Mhm. voilà, il y a beaucoup de coureurs, je pense, va être assez d'accord là-dessus, qui dans ce classement. Alors c'est aussi logique parce que ils ont eu le temps de finir leur carrière, mais il y a beaucoup de coureurs qui ont déjà fini leur carrière. Il y a peu de coureurs, peu de sprinteurs en activité dans ce top 10. C'est bien ça pour vous aussi. Ouais, Bah, tout il y en à a très fait. peu, ouais. Ouais, ouais, c'est ce qu'on se disait avant l'émission, c'est que bah voilà, vous allez voir, je pense qu'il y a beaucoup de noms que vous allez retrouver dans notre classement, même si vous les avez pas vus courir, je pense que vous les connaissez parce que c'est assez iconique et je crois les gars, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une période du sprint où il y a beaucoup de très bons sprinteurs, mais il y en a aucun qui sort du lot, chacun bat l'autre une fois, chacun le rebat une fois et c'est un peu ça les sprints en ce moment, c'est un peu, il y a pas de maître qui se dégage. Bah, Non, moi, j'ai pas à me mais plaindre de la situation. Ah non, du tout. Franchement, clairement. je trouve que c'est assez sympa d'avoir des sprinters de partout et on sait jamais trop qui va gagner. On l'a vu sur le Tour de France cette année Mm. et aussi au championnat d'Europe où on a plein de sprinters qui sont super forts et on sait jamais. Enfin, la différence par rapport au top 10 que j'ai fait, c'est que souvent, ces mecs-là, il y a au moins une fois, on les a vus battre tout le monde de deux vélos ou de un vélo, être ultra puissants devant tout le monde. Alors qu'en ce moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait enfin, il y ait aucun sprinter qui puisse vraiment faire ça. Non, et puis je pense aussi que le sprint a un peu évolué depuis les 15 dernières années, donc ça amène à des formats vraiment très différents où maintenant voilà, tout le monde a un train qui est bien organisé avec une équipe qui entoure vraiment ses sprinters comme il faut. Et après, c'est comme tu as dit, hein, c'est trop cool d'avoir une vraie bataille maintenant entre 4 5 voire même encore plus de coureurs pour une victoire d'étape sur un sprint. Donc en vrai, c'est super chouette. Tout à fait. En tout cas, je pense que tous ceux qu'on a dans nos classements, eux, ils avaient une équipe entière à leur service ou alors ils étaient très très forts. En tout cas, je pense qu'ils auront tous chacun un lot impressionnant de victoires. Et bah les gars, je vous propose de commencer par maintenant la très très fameuse et traditionnelle zone de collecte. Poppy, est-ce que tu veux nous donner un ou deux coureurs qui figurent dans ta zone de collecte, c'est-à-dire des coureurs qui ont tapé à la porte très très fort à la porte de ton top 10, mais qui ont été laissés malheureusement de côté. Ouais, et bah en vrai, j'ai envie de commencer fort. Il y en a un que j'ai pas mis. J'ai pas mis. Alors, est-ce que je vais me faire blâmer par déjà l'un d'entre vous, voire les deux? J'ai pas mis Tom Bonnen pour des raisons qui sont que pour moi, c'est un sprinter, mais pas vraiment ultra spécialiste du sprint. Tom Bonnen, on en avait parlé lors de un petit peu en off des top 10 qu'on a fait sur les punchers, mais voilà, Tom Bonnen, c'est Tour des Flandres, c'est Paris-Roubaix, etc., etc. Donc, j'ai pas réussi à le rentrer en tant que pur sprinter, parce que pour moi, là, on va parler vraiment des purs sprinters. Certes, il a un maillot vert sur le Tour de France à la fin des années 2000, en 2007, mais j'ai pas réussi à le rentrer devant des mecs où je me suis dit, ah ouais, mais eux, en fait, j'ai vraiment l'image de sprinters, quoi. C'est vraiment des mecs sprinters purs. Et Tom Bonnen, j'ai pas réussi à avoir cette image-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas pu le rentrer Je du coup par l'ai, rapport je à ce l'ai pas, critère-là. il est dans ma zone de collecte aussi. Ok, Ouais, il est dans ma zone de collecte aussi. Bon, ok, Enfin, ok. j'ai longtemps hésité et il était à la porte du top 10 très très longtemps. Puis après, je me suis dit, je vais mettre quelqu'un d'actuel en fait. C'est vrai, il est pas mauvais au sprint, mais tu vois, non, pour moi, non, c'est mais pas son sprinter prime pur. a été court sur le sprint, il s'est vite transformé en Flandrien, on va dire. Oui. Est-ce que tu as un autre nom? Ouais, j'en ai d'autres, mais allez-y, hein, Bah, donnez-en allez, aussi. vas-y, Lolo. Ça va se rejoindre, je pense. Moi, il y a eu plusieurs noms qui sont venus dans ma tête, plutôt des actuels en fait, où je me disais par exemple un Michael Matthews ou un Caleb Ewan.
c'est des gens qui ont eu des bonnes périodes de sprint, mais j'ai l'impression que ça a été trop court. Et sinon, Matthew, c'est plus quelqu'un qui, enfin, c'est pas un pur sprinter, j'ai l'impression. Donc, et ils sont pas forcément le palmarès que beaucoup de gens ont dans ce top 10. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je sais pas si vous l'avez mis, moi j'ai mis Jasper Philipsen. Moi, je l'ai mis, voilà, pour moi, il commençait à taper Je du l'ai mis fait dans mon que. top 10, moi. Ok, bah, moi j'ai C'est- hésité. J'ai hésité, mais je l'ai pas mis parce que il fallait faire un choix et que c'est quand même 10 Oui. monstres devant. Et Philipsen, en tout cas, c'est pour moi dans ma zone de collecte celui qui tape le plus fort avec Bonnen, étant donné qu'il a quand même un Milan-San Remo cette année en plus de ses 7 victoires sur le Tour de France. Donc, voilà, il tapait très très fort à la porte. Moi, non, mais ça m'étonne pas. Après, on en reparlera très très vite, je pense, de Jasper Philipsen. Oui. Euh, Moi, j'ai pas mis non plus, pour faire un peu côté français, j'ai pas mis Nasser Bouhanni. Non. Et voilà, donc j'ai mis un Français dans Ah mon top oui. 10, mais j'ai pas mis Nasser Bouhanni. Mais quand même, Tour d'Italie 2014, voilà, Nasser Bouhanni, ça a été une grosse domination. C'était vraiment cette tête brûlée du sprint. On pouvait penser à voilà, le renouveau du sprint français, ça allait être lui. Il y avait une époque où voilà, il était pas en rivalité, mais je veux dire en concurrence avec un autre sprinter français. Et honnêtement, on pouvait le voir passer devant. Mais finalement, il s'est été un peu trop vite, Nasser Bouhanni, mais ça a quand même été un grand sprinter. Et son Tour d'Italie 2014 en témoigne, il a été vraiment excellent. Et voilà, ça fait quand même une belle ligne dans le palmarès. C'est pas non plus un sprinter qui a laissé aucune empreinte pour moi dans l'histoire du sprint français déjà de une, mais aussi un peu dans l'histoire du sprint. Parce que voilà, il faut aussi faire quelque chose, même si ça serait pas dans les premiers noms, notamment pas dans les 10 premiers. Mais ça a été pour moi un sprinter ouais, qui m'a quand même marqué un peu. Bah moi, ça parle pas du tout français dans mon top 10, donc je pense qu'il y a un certain Arnaud, Nono, qui est pas dans mon top 10, qui est en zone de collecte. Il est dans Il le aurait mien. peut-être mérité à taper dans le top 10, mais enfin, ce que je dis, au vu du palmarès de tout, enfin, les gens qui sont dans ce top 10 là, ils ont souvent gagné au minimum 10, 15 étapes sur des grands tours. Et donc, c'est pas trop son cas. Ouais, puis si c'est pas son cas, ça veut dire qu'il a perdu contre ces gars-là aussi, hein. Mm. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà. Moi, j'ai un dernier nom aussi. Bah, j'en ai deux derniers. J'ai Alexander Christophe. Je pense pas que vous l'ayez mis non plus. Non. Voilà, mais qui est quand même un grand sprinter. Mais ses grandes victoires, elles sont. Alors, il y a un Milan-San Remo au sprint, sinon un Tour des Flandres, mais pas vraiment au sprint, quoi. Il lui manquait un peu de palmarès au sprint contre les plus gros Mm. sprinters pour gagner. Et puis un Elia Viviani, que moi aussi j'ai mis dans ma zone de collecte, qui a connu Ouais. quand même deux excellentes saisons, qui a été champion d'Europe, hein. Mais Mm. voilà, depuis, il a bien coulé. Donc pour moi, c'était pas assez consistant non plus pour entrer dans ce top 10. Mm. Bien Et d'accord. est-ce Bien d'accord. qu'on a fait le tour de votre zone de collecte? Oui, bah oui, oui. J'ai bien Après, l'impression. on Donc pourrait les. citer plein de noms, mais ça va être. En fait, c'est plus actuellement. Les noms des zones de collecte, en fait, ça va être des coureurs très actuels. Comme tu as dit, Ticia, en fait, des coureurs qui sont très très forts, mais qui se distinguent pas forcément de tous les autres qu'il y a dans le peloton. Ouais, Ça serait plus ça. c'est Mais du coup, ça. voilà. Et bah en tout cas, je note que je pense qu'il n'y aura ni de Jimmy Casper, ni de Jean-Patrick Nazon dans notre top 10. C'est Je bien l'ai vu triste. passer. J'ai hésité à les mettre en deux premières positions, et puis je me suis dit que non. Et Sam Il y a Euh, peut-être Dumoulin, un pourquoi petit. pas? Et bah écoutez les gars, sans plus attendre, je pense qu'il est temps de démarrer ce top 10 par le 10e de Poppy. Et bah du coup, c'était un double 10. J'en ai mis deux. J'ai mis Arnaud Desmar et du coup Jasper Philipsen ici. L'un qui est le futur et l'un qui est l'ancien, j'ai envie de dire. Non, déjà, je voulais mettre Arnaud Desmar dans mon top 10 parce que franchement, il a réussi à se faire sa place dans un monde du sprint international en étant dans une équipe qui n'était pas du tout taillée pour le sprint. Voilà, la Groupama FDJ, c'est quand même une équipe qui a beaucoup tourné autour de Thibaut Pinot et pas forcément autour d'Arnaud Desmar. Alors certes, il a quand même été entouré à minima pour faire des sprints, hein. Il a été deux fois maillot cyclamen du Giro, donc ça veut dire qu'il était fort. Vainqueur de Milan-San Remo aussi. C'est 10 étapes de Grand Arnaud démarre, donc voilà, je voulais quand même lui rendre honneur. Il a su se faire sa place. Il a été beaucoup, une période a été beaucoup critiqué, où il y a eu beaucoup d'attentes envers lui et il a eu du mal à faire sa place. Mais voilà, je voulais quand même lui rendre hommage. C'est un des rares sprinteurs français qui a pu faire de la concurrence au peloton international en termes de sprint. Donc franchement, chapeau Arnaud Démarre. Et puis j'espère Philipsen en dixième, un peu en prévision.
Alors même si une carrière peut s'arrêter très vite, hein, on le sait et je lui souhaite pas du tout. Mais voilà, il a aussi cette mentalité du sprint, Philipsen, où c'est gagner pour gagner et dès que je suis dans mon sprint, c'est mon sprint quoi. Je mets les œillères et on y va et c'est parti. Il a une manière de sprinter qui est très à lui, on le sait, où il est un peu virevoltant et il a le blocage facile, on va dire. Mais voilà, il est très très fort. En 3 ans sur le tour, c'est déjà un maillot vert. Et il a aussi une très bonne équipe autour de lui. Donc voilà, je me dis que Philipsen a tout pour moi. Il a tout pour être l'un des plus grands et avoir une place affirmée plus tard dans ce top 10. Eh ben, vas-y, Loïc. Bah, moi, je suis aussi sur le Philipsen, sur ma 10e place, sans prévision, comme tu le dis. Il a été, malgré ses sprints tout à fait critiquables, mais on pense, enfin, c'est un mec qui a pas froid aux yeux et qui a déjà quand même gagné 9 fois sur le Tour de France. Je pense qu'il va falloir qu'il s'aventure un peu aussi, un peu plus sur le Giro pour que ce soit vraiment un sprinter complet au niveau du palmarès. Il gagne quand même Milan-San Remo cette année. Et pour moi, c'est un peu c'est le monument des sprinters et ça montre quand même que c'est pas un petit nom. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui tape aux portes du top 10 et qui peut vraiment monter très rapidement. Donc, c'est mon pari sur le futur. Ouais, bah, je tout comprends, les gars, hein. Moi, voilà, comme je vous ai dit, taper à la porte, mais je l'ai pas fait rentrer. Bon, bah, mon 10e, et là, je vais sortir tout de suite d'emblée un très très gros nom du sprint. J'ai mis en 10e position Mario Cipollini. Euh, Ouh. Pourquoi je l'ai mis en 10e position? Bah, parce qu'on fait des top 10 du 21e siècle. Si on mettait un top 10 sprinter all-time, je pense que Mario Cipollini, il aurait peut-être même sa place sur le podium. C'est un très très grand nom du sprint, hein. Je sais plus, une quarantaine de victoires sur le Giro, donc c'est encore bien plus que Cavendish 42. ouais, voilà. Donc Mm. voilà, C'est énorme. je pense que c'est un monstre, Mauro Cipollini. Après, voilà, en se concentrant sur le 21e siècle, Mauro Cipollini, voilà, c'est quand même un gars qui a eu les plus gros résultats de sa, en tout cas le plus gros nombre de victoires sur les fins des années 90, mais il est quand même rentré en top 10 parce qu'il y a un titre de champion du monde sur le championnat du monde des sprinters en 2002 au circuit de Zolder où il bat Zabel, où il bat McEwen, etc. Donc voilà, cette même année 2002, il remporte Gand-Wevelgem, il remporte Milan-San Remo, donc rien que sur cette année-là, pour moi, il est rentré dans le top 10. Simplement, bah, la suite des années 2000, il a quand même plutôt subi la loi d'un autre sprinter italien dont on reparlera peut-être plus tard. Mais Mhm. voilà, je savais pas trop où le mettre. Et puis finalement, je me suis dit que si je me contente du début de son palmarès des années 2000, j'ai vu les monstres qu'il y a derrière, je le mets en 10e position. Mais évidemment que Cipollini, c'est un sprinter, un des sprinters les plus marquants de l'histoire du vélo, à la fois rien qu'avec sa pointe de vitesse et puis sa personnalité. On se souvient de ses tenues Oui. un peu bizarres là, ses tenues rayées, ses tenues avec le squelette, enfin ouais, ouais, c'était ça, je crois, un squelette ou je sais plus quoi. Enfin voilà. En tout cas, il a marqué l'histoire du sprint et il a marqué l'histoire du vélo et sur le 21e siècle, ça reste quand même un mec qui a fait des super résultats. Donc top 10 pour moi, 10e place pour Mario Cipollini. Moi, il est beaucoup, beaucoup plus haut. Et ben, Ouais, moi aussi, je l'ai mis plus haut. eh ben, très bien. On en reparlera plus tard alors. Poppy, je te laisse parler de ton 9e. Eh bien, très bien, allons-y. Eh bien, moi, en neuvième, j'ai mis Monsieur Torushoft, norvégien. Viking. Puissance affolante. Je me souviens d'un sprint sur le Tour de France où, enfin, une arrivée plutôt en demi-échappée. Alors, j'ai plus le contexte du début de l'étape, mais où Torushoft est avec Jérémy Roy et il le laisse il le laisse, genre il le dépose et il s'en va avec une puissance de folie. Alors, c'est pas sur un sprint, mais voilà. En tout cas, j'ai cette image-là qui reste de Torushoft. Non, mais voilà, un sprinter qui est très puissant, qui a fait ses preuves. Maillot vert sur le Tour de France. Alors, j'ai envie de dire, ils sont pas beaucoup à avoir eu le maillot vert sur le Tour de France, mais en même temps, bon, il y en a quelques-uns qui ont fait plusieurs fois le maillot. Lui, il l'a eu 2 fois notamment. Il y a aussi un maillot de meilleur sprinter sur le Tour d'Espagne. Voilà, il y a une dizaine de victoires d'étape sur les grands tours. Il a gagné sur les 3 grands tours aussi. Voilà, c'est un sprinter en fait, je l'ai mis là parce que comparé aux autres, pour moi, il a un peu moins de palmarès. Alors certes, il y a les maillots distinctifs, hein, mais bon, ça, pour moi, ça fera quand même pas tout. C'est vraiment l'image vraiment du sprinter, tu vois.
il dégage cette image du sprinter voilà, très lourd, très puissant, où tu sens que quand le sprint il est déclenché, il va falloir suivre parce que sinon ça va être compliqué. Mais voilà, Torushov, je pouvais pas le mettre plus haut parce que les noms qui sont au-dessus de lui, pour moi, m'ont quand même un peu plus marqué. Après, c'est dans une époque où que j'ai pas pu forcément suivre, en tout cas en direct. On est plus dans les années entre 2000 et 2010 où il a été ultra performant. Mais voilà, il s'est confronté à des monstres de la discipline du sprint, qu'on reparlera sûrement très certainement plus haut dans ce classement. Donc voilà, Torushov, je l'ai mis en 9e. Je pouvais malheureusement pas le mettre plus haut parce que pour moi, les noms qui sont au-dessus sont quand même plus imposants dans le domaine du sprint. En tout cas, plus légendaires aussi, peut-être. Et bah vas-y Loïc, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur Torushov et j'en reparlerai plus tard, mais en tout cas vas-y Loïc si tu veux réagir et parler de ton neuvième. Bah écoute, moi c'est le problème, c'est que c'est beaucoup de coureurs que je n'ai pas vu courir. Du coup, je t'avoue que j'ai jamais vu Torosov courir, donc il n'est pas rentré dans mon top 10. Après, par exemple, moi en neuvième position, moi j'ai un coureur qui m'a pas mal marqué. C'est un peu plus récent, c'est Greipel, Mhm. où il gagne 158 fois, il me semble, dans sa carrière. Ah ouais, c'est un truc de fou. Euh, c'est un énorme, enfin c'était une usine à victoire, ce mec. Il gagne, il me semble, alors il a gagné plus d'une quinzaine de fois sur le Tour Down Under. Bon, c'est pas une course énorme référentielle, mais je crois qu'il gagne 18 fois. Il gagne 11 fois sur le Tour de France, 7 fois sur le Giro. Il gagne 4 fois sur la Vuelta. Euh, c'est un coureur qui m'a marqué sur la fin quand il était. Bon, il m'a pas marqué quand il était chez Arkea, bien sûr, mais quand il était chez Lotto, par exemple, c'était enfin, sur le Tour de France, c'était quelqu'un qui était ultra fort. Il a jamais gagné ce maillot vert. Il était chez HTC, il me semble, quand c'était au début de sa carrière, donc il n'avait pas trop l'occasion non plus de se montrer. Et bah, c'est pour moi, pour entrer dans ce top 10, il fallait cette longévité en fait, et que lui, il a eu. Et c'est pour ça qu'il est 9e. Et bah je suis bien d'accord avec toi et surtout un des plus beaux surnoms du peloton, hein, le gorille de Ouais. Rostock. Et ça c'est quand même Gorille de Voilà, Rostock. le gorille, Ça quoi. fait le bonhomme, quoi. pour ça je l'ai mis plus haut moi. Ça fait sprinter. Euh, et bah si t'as fini, moi je vais te parler de mon neuvième et bah j'ai le même neuvième que Poppy puisque moi aussi j'ai mis Torushov en neuvième position. Bah écoute j'ai rien à rajouter. Puissance effrayante Torushov avec ce Ouais. braquet énorme sur les sprints. Effectivement il était c'était moins bon sprinter que le plus haut de mon classement, mais plus complet, j'ai envie de dire que quand il y avait quelques boss, lui il était encore là. Il a quand même ce titre de champion du monde en 2010 hein, qui remporte et qui complète bien son palmarès avec ses victoires sur les grands tours. Donc ouais voilà, ça me semblait être pas mal de le rentrer dans ce classement Torushov parce qu'en plus de ça, c'était un coureur qui était apprécié de tout le monde. Et puis il était dans une équipe française pour la plus grande partie de sa carrière, hein, le Crédit Agricole. Donc moi je l'aimais beaucoup. Enfin voilà, c'était un gars hyper sympa. Il était très complet puisqu'il allait chercher le premier maillot jaune du Tour de France en 2006 sur un prologue. Donc sacré mec que Storysoft et il mérite bien d'être dans ce top 10. Donc 9 pour moi, le Viking comme il l'appelait à l'époque. Il a aussi le surnom du bœuf de Grimstadt. Ah bah ça je Là-dessus, on est pas connaissais mal. pas Le ça. gorille de Rostock et bœuf de Grimstadt. Ah ouais On est pas c'est... mal. Ah, il y a quand même Niveau des surnom, les surnoms là. sprinters, c'est assez intéressant, hein. Ouais, c'est quand même ouf. C'est pas mal. Alors quel va être le Parce que pendant proche? les étapes, Ouais, vas-y. parce que pendant les étapes, t'as le temps de réfléchir à trouver des surnoms parce que souvent, C'est je vrai, fais la sieste avant. c'est Ouais. vrai. C'est vrai, surtout à l'époque de ces mecs où je sais pas, moi je voyais, tu sais, les Tours de France des 2000, là, c'était vraiment 8 étapes de plaine pour commencer, mais genre toute plate, quoi. C'était vraiment. Moi, à cette époque-là, il n'y avait pas la retransmission en intégralité, donc. Mais c'était quand même très, très long. Et bah écoute, Poppy, va pour ton huitième maintenant. Qui sera devant Hushoft, Philipsen et Desmar? Écoute, alors je l'ai mis en 8. Je pense que ça va faire beaucoup parler parce que je pense que vous l'avez mis plus haut vous, mais je me justifie avant. En fait, c'est un coureur que je n'ai pas pu voir courir à la télé et les coureurs du dessus m'ont plus marqué en fait que ce coureur-là. J'ai mis Eric Zabel, Rick Zabel. Je l'ai mis ici.
Je l'ai mis en 8. Alors, ouais, je pense que plus haut, c'était pas non plus. Voilà. Mais en fait, les noms devant, je me suis dit, bah, en fait, ça m'a marqué, quoi. Les noms devant, je me dis, ouais, bah, ouais, évidemment, ça me marque. Ça, bah, comment je peux le mettre derrière? Enfin, voilà, les autres, je les ai peut-être un peu plus vécus. Et dans le palmarès aussi, alors le palmarès de Zabel est fou. Après les années 2000, on est quand même sur deux maillots verts sur le Tour de France. Ensuite, il va enchaîner. En fait, il fait 5 fois meilleur sprinter d'un grand tour entre 2000 et 2004, ce qui est quand même assez fou. Euh, il, il a 20 étapes, 20 victoires d'étapes sur les grands tours. Voilà, c'est une image du sprint, hein. C'est quelqu'un d'iconique. Rick Zabel, c'est le sprinter allemand qui lance, j'ai envie de dire, un peu le truc. Après, on a des très bons sprinters allemands, mais voilà, Eric Sabel, c'était vraiment marquant. C'était le bon début du sprint allemand. Et ouais, j'ai mal pu le voir en direct, comme j'ai dit. Et je pense que si je l'avais vu en direct, ça aurait été différent. Et puis voilà, il y a aussi ces affaires malheureusement de dopage qui Et ouais. m'ont fait dire aussi, ah bah merde, quoi, genre, ouais, il y a le résultat, mais voilà, je me Non, mais suis il a dit, dit pardon, ça compte plus. ah bah voilà, c'est bon. Alors, numéro un non, mais tu vois, je me suis dit, bah, c'est. Je peux pas, j'ai pas envie de le mettre plus haut non plus pour ces affaires-là. Et voilà, c'est un peu pas trop. C'est une sanction, oui et non, parce qu'il y a quand même les coureurs du dessus m'ont plus marqué. Mais voilà, c'était un petit peu ça. Puis aussi, évidemment, ce magnifique maillot que Titien avait mis en maillot numéro un, on se rappelle, sur l'ancien top 10 d'Écrase des pédales. Eh Vainqueur de oui. la Coupe du Monde, Vainqueur de la Coupe du Eric Monde. Zabel, Eh oui. dans Mm. 2000. Mais je suis bien d'accord avec toi. Désolé Lolo, j'enchaîne, mais moi aussi je l'ai mis en huitième position. Ah, ok. Je sais pas, tu l'as mis en huitième aussi, Loïc? Oui, Ah moi, bah. pareil, c'était une Ah, hésitation, puis après, Eh bah on va le vas-y mettre. alors. Vas-y, je te laisse parfait. enchaîner du coup. Bah, il y a quand même pas mal. Enfin, c'était un peu le roi du maillot vert avant ce qu'on a pu avoir dans les années 2010. Bah, le problème, c'est. Moi, je l'ai pas trop vu courir aussi, un autre problème. Mais ça, c'est souvent le cas dans ce top 10. Bah, ces affaires de dopage, où pour moi, c'est quelque chose d'assez. Où je suis assez sensible, ça va beaucoup influencer sur un top 10. Après, c'est aussi, enfin, je vais le répéter très souvent, mais c'est quelqu'un qui a une énorme longévité, qu'on a très très souvent vu. Et aussi, il a une après-carrière assez intéressante où on l'a vu assez impliqué chez les équipes allemandes, chez Canyon, etc. C'était un personnage assez sympathique finalement, même quand. C'est pour ça que je disais, ah bah il a dit pardon parce que quand il se dopait. Mais par contre, tu peux pas le mettre beaucoup plus haut, quoi. Ouais, bah comme vous, moi je l'ai mis en huitième position. Alors moi, clairement, Zabel, c'est le sprinter de mon enfance. C'est celui avec lequel j'ai grandi à travers le vélo, en fait, hein. C'est vraiment le mec que j'adorais, que j'ai découvert avec ce maillot de la Télécom que j'adorais. En plus, ce maillot vert. Enfin voilà, c'est... Ouais, c'était vraiment beaucoup de souvenirs. Après, Zabel, c'est comme Cipollini. Pour moi, c'est autant un coureur des années 90 que des années 2000. Alors, il a plus de longévité que Cipollini sur les années 2000, c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut, parce qu'il y a quand même ouais, quelques maillots verts, quelques victoires. Mais à partir de 2003, 2004, il commence à se faire pas mal dominer par d'autres coureurs dont on va parler probablement après, dont moi je parlais en tout cas sur beaucoup de sprints. Et alors il a remporté quand même encore 2 paris-tours après, voilà. Mais voilà, il s'est fait souffler quand même 2 titres mondiaux, même 2 ou 3 titres mondiaux, il finit deuxième à chaque fois derrière un autre sprinter, etc. Enfin voilà, j'ai envie de dire que jusqu'à 2003, il était vraiment encore ce sprinter dominant, Eric Zabel. Mais ensuite, ça a commencé, il était toujours très présent, mais il a plus enchaîné les deuxième, troisième places dans les sprints que les victoires. C'est pour ça que pour moi, je pouvais pas le mettre plus haut. C'est que c'est pareil, si je prenais la globalité de sa carrière, il serait sûrement dans le top 5 all-time, en tout cas de ce que j'ai connu. Mais sur les années 2000, pour moi, il mérite cette huitième place. Voilà. Est-ce qu'on Je a suis fait d'accord. Est-ce que, Ouais, vas-y. est-ce qu'on parlera pas aussi enfin, pareil tour, est-ce que c'est un must pour vous? Et faudra aussi qu'on parle un jour enfin, je trouve que c'est une course qui a vraiment perdu beaucoup en Ah ouais, prestige ces dernières années. ah Et ouais. je trouve ça assez dommage quand même parce que c'est pas un monument, mais on y est presque. Et j'ai l'impression que
dans les dernières années, c'est plus le championnat du monde des sprinters que ça a été, quoi. Mais en fait, moi, quand j'étais petit, vraiment, c'était une grosse course de la saison, quoi. C'était vraiment, bah, ça faisait partie des, je sais pas, il y avait 10 épreuves peut-être dans la Coupe du Monde, là, dont les 5 monuments qu'on a avant, plus quelques courses comme San-Sébastien, le Grand Prix de Zurich qui n'existe plus, ou je sais plus quel autre, et Paris-Tours, ça en faisait partie. Donc forcément, tous les meilleurs coureurs qui jouaient le maillot de la Coupe du Monde, ils allaient jusqu'à Paris-Tours, et c'était, enfin, moi, je me souviens de victoires de Zabel, voilà, de plein de sprinteurs dont je vais pas donner les noms, mais qui seront sûrement plus tard dans le classement. Et c'était vraiment un des grands moments de l'année et des grands noms. Et alors, bah voilà, la course a changé. En fait, pour moi, c'est pas le nouveau parcours qui pose vraiment problème. C'est ce qui s'est passé ensuite. C'est cette disparition de la Coupe du Monde et progressivement cette arrivée du World Tour, etc. Et des courses qui en font partie que leur licence. Et malheureusement, Paris-Roubaix est une course hyper historique, en fait pas aujourd'hui partie. Donc, toutes les grosses équipes, en plus, c'est en fin de saison, font pas le déplacement. Elles ont perdu, et la course a perdu de son attrait. Mais moi, dans ma tête, en tout cas, Paris-Tours, ça reste un énorme monument du cyclisme. Enfin, c'est une course vieille comme le monde, avec cette avenue de Gramont hyper longue. Donc, oui, oui, ça a énormément perdu de son attrait, mais je me souviens encore de tous ces sprints des années 2000, c'était incroyable. Ouais, mais moi, pour la Paris-Tour, pour en toucher deux mots, c'est une course qui passe littéralement dans ma ville. Et j'ai toujours connu Paris-Tour en mode, il y a Paris-Tour qui passe. Et tu vois, ça m'a jamais marqué. Alors qu'à l'époque, dans les années 2010, je suivais le vélo, quoi. Enfin, j'aimais beaucoup ça. Et Paris-Tour, je me suis jamais dit, ah ouais, il y a Paris-Tour et tout. Je me suis dit, ah ok, c'est une course comme ça, quoi, mais genre sans plus. Et ça m'a jamais vraiment marqué. Tu vois, j'étais content parce que je pouvais voir Thomas Vauclair qui passait dans ma vie. J'étais là, waouh, Thomas Vauclair, trop bien, machin. Et tu vois, ça m'a jamais marqué. Donc, en soi, mais quand tu t'en racontes les choses comme ça par rapport à la Coupe du Monde et à tous les grands noms qu'il y avait qui s'alignaient sur cette course-là, en plus qu'il y a une course qui arrivait en fin de saison, bah tu te dis ah ouais, mais dommage quoi. Et puis là, le nouveau parcours facilite pas non plus va pas faciliter la présence des gros sprinteurs du peloton, donc ouais, moi je suis bah, du coup je suis quand même assez déçu, tu vois. Je me dis c'est dommage. Bah, c'est une grosse course qui a vraiment beaucoup perdu en prestige. Et pour le calendrier français, j'ai l'impression que, bon, il y a le Tour de France, bien sûr. Après, c'est vraiment dommage il y ait pas une énorme course. Enfin, bon, si, en fait, il y a plein de courses d'énorme prestige, mais sur la fin de saison, on n'a pas les classiques italiennes, par exemple. On n'a pas, alors que Paris Tour, c'était énorme à l'époque, quoi. Et on a vraiment perdu, Ouais. on a perdu de ça, quoi. Bah ouais, peut-être que ça reviendra un jour, mais c'est vrai que c'est plus du tout la même épreuve qu'auparavant. Et bah écoutez, je vous propose de passer maintenant à votre septième, qui a atteint la septième position de ton classement, Poppy. Septième place, on en a déjà parlé tout à l'heure, j'ai mis Monsieur André Greipel. Toutes les raisons qu'on a citées, voilà, c'est un coureur qui pour moi m'a beaucoup marqué dans les sprints. C'est une façon de courir où tu sens que les pédales souffraient dans les sprints. Une façon d'appuyer, enfin, de puissance incroyable. Un physique, attends, rendre jaloux des mecs qui feraient du bodybuilding. Voilà, André Greipel a toujours été présent dans des gros sprints sur le Tour de France, vainqueur sur les Champs-Élysées. Il a quand même porté le maillot vert. Alors certes, il n'a pas remporté le maillot vert parce il a été dans une époque où un nom dont on parlera peut-être plus tard a raflé pas mal de fois la Peut-être. mise et peut-être, je dis peut-être, qui a raflé pas mal de fois la mise et du coup voilà un coureur qui était capable d'aller choper des sprints intermédiaires et voilà. Mais du coup ouais, André Greipel, honnêtement, il lui manque ce maillot vert sur le Tour de France pour moi. C'est un coureur qui a marqué le sprint des années 2010. C'est un coureur qui a marqué le Tour de France des années 2010 aussi. Euh, voilà, on l'a dit, énormément de victoires en carrière. J'ai plus le chiffre que tu as donné tout à l'heure, Loïc, mais beaucoup de victoires en carrière. Voilà, c'est un coureur qui. On parlait de Torouchov tout à l'heure en image du sprint. Voilà, pour moi, André Greipel, c'est aussi une image du sprint incroyable. Et voilà, je pouvais pas le mettre plus haut, malheureusement. Il lui manque pas mal de choses, mais il fallait quand même le mettre dans ce top 10 parce que c'est vraiment lui en termes de sprint pur et en termes de puissance. Si on parle que de puissance de sprint, peut-être qu'il peut être plus haut, tu vois. Mais malheureusement, on parle pas que de puissance dans le sprint. Donc, malheureusement, et heureusement aussi, André Greipel est septième de mon classement. Et ben moi, mon septième va faire avoir des arrêts cardiaques, je pense que des fans des débuts des années 2000, mais moi j'ai mis Petacci en septième position parce que
Je crois il me semble que c'est quand même le recordman de victoire sur Grand Tour, il me semble, ou un truc comme ça. Il a gagné énormément sur les Grands Tours. Et après, en fait, c'est que déjà, je l'ai à nouveau pas vu gagner. Enfin, je l'ai pas vu gagner tout seul. Il a gagné 22 fois sur le Giro, 20 fois sur la Vuelta. Il a moins gagné sur le Tour de France, malgré son maillot vert. Il gagne Paris Tour, il a gagné Milan-San Remo. C'est des énormes classiques du sprint. Euh, c'est, je pense que c'est une grosse légende italienne et je pense que c'est peut-être possible qu'il aurait pu être un peu plus haut, mais moi il est septième. Ouf, bah moi il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Pareil, ouais. Ok, ok, ok. Eh bien, très bien. Eh ben, moi, Poppy, on se suit quasi depuis le début, puisque moi aussi en septième position, j'ai André Greppel. Il prend ma roue. Voilà, le gorille de Mm. Rostock. Bah, rien à dire si ce n'est Qui va que passer devant. rien à dire si ce n'est que bah en fait son palmarès il est déjà monstrueux et s'il n'avait pas été à la même époque que Cavendish, il aurait été 10 fois plus monstrueux encore. Donc Ouais. Greppel c'était un monstre du sprint. Alors pour le coup c'était pas voilà c'est pas un coureur qui a brillé sur des classiques comme Milan-San Remo etc. Mais en grand tour il était monstrueux avec sa musculature vraiment bah voilà le gorille de Rostock hein. Non, mais rien de plus à dire, si ce n'est que ça a été un des plus grands rivaux, si ce n'est le plus grand rival de Mark Cavendish à sa plus grande période. Donc, André Greppel. C'est un peu dommage cette fin de carrière, là. Je me souviens qu'il était où je sais même plus comment ça s'appelait, là, chez Arkea déjà, ou Fortuneo. Enfin, je sais Ouais. plus Ouais, comment c'était chez s'appelait Arkea. l'équipe, mais Arkea, ouais, je crois. ouais, bah voilà. Arkea, il a Enfin, fait Israël aussi, je crois. Il me semble qu'il était ouais. chez Mais Israël. oui. Il a eu une fin de Ouais, carrière un peu en galère quand même. Hein. 2, 3 dernières années, c'est dommage d'avoir fini sa carrière comme ça. Donc c'est pour ça que pour moi, il a un petit, voilà, il est pas plus haut. Parce que je trouve toujours que quand on oui. finit sa carrière dans le dur, c'est pas tip top. Mais Mais ça, voilà. c'est difficile pour un sprinter, je trouve, Oui, oui. de finir sa carrière en étant ultra fort, tu vois. Oh bah Euh, il y en a un qui vient de finir à la perfection sur le Tour de France cette année. oui, Hein. mais il a eu quelques années de difficultés Exact, c'est avant, vrai, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Non mais ce que je veux dire c'est que du coup j'ai quand même cette image de Greppel un peu en galère, tandis que bah il y en a d'autres dans mon classement. J'ai pas d'image Ouais, d'eux c'est plus vrai. haut où ils sont voilà. Mais enfin bon, André Greppel toujours est-il qu'il a eu de longues années à son prime et qu'à son prime c'était un monstre du sprint donc il méritait largement sa place dans ce top 10 et septième position pour moi. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Yep. Et bah C'est bon pour écoute, moi. qui Poppy a failli rentrer dans le top 5 mais s'est fait éjecter au dernier moment. Ça a été dur, mais du coup, pour moi, c'est deux coureurs qui ont été en rivalité quand je regardais le vélo à l'époque. Donc, moi, j'ai mis Marcel Kittel en sixième position. Je l'ai mis devant Greppel parce que, voilà, il a tout. Pour moi, quand j'ai regardé tout à l'heure, encore une fois, les différentes courses sur lesquelles ils sont alignés et surtout les grands tours. Et en fait, à chaque fois que Kittel est là, en fait, Greppel perd. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, Kittel sera devant. Alors, Kittel avait un train de folie. On se souvient de son train chez Shimano, Giant Shimano. Et ensuite, chez la Quick Step, sprinter iconique, Marcel Kittel, il avait la classe, en plus, il était fringant, tu vois, il était beau gosse, Marcel Kittel. Enfin, il envoyait, tu vois, c'était vraiment une belle image du sprint, la belle gueule du sprint, et un coureur qui était aussi très sympathique. Mais c'est pas parce qu'il est sympathique qu'il est aussi sympathique sur un vélo, et c'était un vrai monstre. Il a raflé je ne sais combien de victoires. En fait, il y a un moment donné, quand je le voyais courir sur le Tour de France, parce qu'à l'époque, je pouvais regarder que le Tour de France, malheureusement. Enfin, je ne regardais que le Tour de France. Je me disais, mais attends, mais Kittel, en fait, il gagne toutes les étapes de sprint. Genre, ça devient chiant. Et oui, c'était chiant. Mais il avait quand même un rival qui était là. Pour moi, c'était bien, c'était Greipel. Et voilà, je les ai toujours vus, l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que je voulais les mettre côte à côte dans ce classement. Mais Kittel, voilà, vrai monstre de puissance, mais aussi ce côté, l'équipe était là pour lui. Un petit peu plus pour moi aussi qu'André Greipel là-dessus. Voilà, il a vraiment une vraie équipe bien ordonnée, un train bien travaillé et qui l'ont assez souvent mis sur orbite. Mais voilà, Kittel dans les derniers 100 mètres, 150 mètres, il était vraiment intenable. On se souvient de son sprint, je pense, contre Bernd Coquard où il gagne d'un boyau. Là, la frustration était énorme. Mais voilà, Marcel Kittel, grand sprinter du 21e siècle. Eh bien, écoutez,
messieurs. Celui qui a failli rentrer dans mon top 5, c'est, euh, c'est un coureur qui est australien. Alors, et c'est McEwen. C'est quelqu'un qui m'a. Enfin, je l'ai pas vu courir en direct, mais dans les replays que j'ai vus, c'était que c'est quelqu'un qui avait pas vraiment de train et qui était super fort quand même. Il me semble que c'est en 2007 ou 2008, sur une étape du Tour de France, il a chuté à 20 bornes de l'arrivée, il me semble, et il finit par gagner. C'est quelqu'un qui arrive à se faufiler de partout. 3 fois maillot vert, 12 étapes sur le Tour de France, 12 sur le Giro. C'était un monstre du sprint, tout simplement. Ouais, je suis bien d'accord. Alors, je suis pas trop d'accord avec Poppy, hein. Moi, Marcel Kittel, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut aussi, mais Ah ouais? ah ouais, Ouais, moi ah aussi, ouais. il est Ah plus ouais, haut j'en Ok. aussi. parlerai après. Et sur McEwen, je suis plutôt d'accord parce que moi aussi, je l'ai mis en sixième position de mon classement. Bah, pour les mêmes arguments que toi, c'est sprinter très très atypique. Voilà, enfin, face aux bolides de l'époque qui étaient plutôt des mecs de 1m85, 80 kilos. McEwen, c'était le petit sprinter qui se faufilait, qui avait pas de train à l'époque. Il était chez l'équipe Lotto et puis voilà, il se baladait un peu entre tout le monde et puis souvent il venait régler tout le monde. Donc non, c'était un seigneur du sprint, hein. Robbie McEwen, hyper impressionnant. C'est que le mec qui a commencé à faire décliner Eric Zabel à partir de 2002, où il a souvent volé la vedette et il lui prend le maillot vert sur le Tour de France 2002. Donc ouais, non, Robbie McEwen, voilà. J'ai cru à un moment que Caleb Ewan allait être son digne successeur, qui avait un petit peu ce même style, et puis finalement, pas du tout. Donc voilà, il manque. Non, mais quand je dis pas du tout, c'est que voilà, enfin, Oh, c'était méchant quand même. Il est horrible, Ticia. je suis pas Il est horrible. nul, il est nul. Ah, il est pas nul, mais je pensais, je voyais quand même plus de grandes victoires pour Caleb Ewan, un peu dans la lignée de Robbie McEwen. Ça c'est quand même un petit peu compliqué, on va pas se le cacher, depuis 2 ans, tandis que McEwen, j'ai toujours l'impression, enfin j'ai pas de souvenir de lui en difficulté dans les sprints. J'ai l'impression que jusqu'à la fin de sa carrière, il a été excellent. Et c'est ce qui fait la différence pour moi entre un sprinter vraiment exceptionnel comme Robbie McEwen et d'autres. Donc ouais, il mérite pour moi cette place. Pour moi, ce qui lui empêche de rentrer en top 5, c'est cette absence de victoire sur des courses d'un jour, sur des monuments, notamment à Milan-San Remo, etc. Il échoue également en 2002 à Zolder derrière Cipollini. Donc voilà, il lui manque hors ses victoires Grand Tour qui sont plus qu'impressionnantes, il lui manque une autre grande victoire pour rentrer dans ce top 5, mais sacré monstre du sprint, Robbie McEwen. Est-ce que c'est peut-être le moment de rentrer dans Le le top top 5. 5? Allez, Je on a crois, la hein. mi-top 10 là. Poppy, Mm. Poppy, qui est ton cinquième? En cinquième place, j'ai mis Monsieur Cipollini Mario de son prénom. Je l'ai mis Ah, ici. Et oui, je l'ai mis ici. Le Roi Cipollini, il y Lion, a un truc. c'était son surnom. Le moi, Roi Lion. Bah ouais. Ouais, bah, c'est un peu moins impressionnant que le gorille de Rostock, Oh, il était mais impressionnant quand même, hein. il était oui, impressionnant, hein. oui, évidemment. Non, mais Cipollini, j'ai eu du mal à le mettre plus haut. Grand sprinter, hein, Titien l'a un peu expliqué tout à l'heure. Voilà, malheureusement, à partir des années 2000, le plus gros de ses résultats est passé à monsieur Cipollini. C'est le recordman de victoires sur les grands tours en sprint. 57 victoires d'étape, donc 42 sur le Giro. C'est juste stratosphérique. J'ai lu un truc sur lui qu'apparemment c'était le premier à mettre un des précurseurs en fait dans le domaine du train dans le sprint, Ouais, exactement. qui maintenant est là partout en fait. Donc pour moi, je voulais le mettre plus haut quand même pour me dire, en fait, Cipollini a amené de la nouveauté au sprint en amenant ce format de course ou enfin de ce format de sprint où en fait bah, c'est plus la force pure qui joue, c'est aussi peut y avoir une équipe autour. Il y a une équipe pour les gagner des grands tours. Il y a une équipe qui va être là aussi pour faire gagner des sprints et je me suis dit bah en fait ouais il a quand même changé la discipline dans la discipline. Et je voulais lui rendre hommage par rapport à ça. C'est un coureur malheureusement que j'ai pas pu voir non plus courir, mais voilà, il y a les résultats qui sont là. Il y a un Milan-San Remo aussi qui est une référence chez les sprinteurs. Gant Wevelgem également, mais voilà, Cipollini, je pouvais pas le mettre devant les autres.
derrière les autres, pardon, aussi. Non, je peux pas le mettre devant les autres noms que j'ai. Mais par contre, voilà, je voulais quand même rendre hommage à ça. Et puis, une magnifique dégaine, j'ai envie de dire, pour Cipollini. Mais voilà, c'est vrai que, comme Titien l'a expliqué un peu tout à l'heure, malheureusement, le plus gros de sa carrière, c'est pas dans les années 90. Mais en tout cas, gros hommage à Cipollini qui a changé le sprint. Eh bien, moi, tu l'as entendu râler tout à l'heure parce qu'en fait, je l'ai mis aussi cinquième. Et en fait, je l'ai mis cinquième parce que, en effet, la plupart de ses résultats, c'est dans les années 90. Mais pour moi, enfin, je vais dire qu'il m'a marqué personnellement parce que je me souviens d'avoir regardé les cassettes où je voyais ses lunettes, ses lunettes et son look enfin, qui sortait complètement du lot. C'est un de mes premiers souvenirs enfin, historique du vélo. Et enfin, c'était un mec qui était complètement déjanté. C'était la rockstar du peloton. Et enfin, tu le voyais, il a pas fini un Tour de France. C'est ce qui est un peu problématique. Il a jamais gagné le maillot vert à cause de ça. Je pense que c'est un dieu en Italie. Personne peut y toucher. Et bah, c'était un peu la rockstar. Et pour moi, si on fait un truc de classement de tous les temps, il est vraiment, il est top 1, top 2. Mais comme on est dans les années 2000-2010, il retombe dans le top 5, mais ça reste quelqu'un de monstrueux et c'est un personnage marquant, je trouve, du vélo en général. Ouais, ouais, bah vous avez tout dit sur Mario Cipollini. Je pense que voilà, ce nom, on l'entendra encore beaucoup comme un des grands seigneurs du sprint de l'époque. Écoutez, en cinquième position, bah moi, voilà, j'ai mis le recordman du maillot vert. J'ai mis Peter Sagan. Je sais pas si vous l'avez mis dans votre classement. Non, je Ah l'ai pas bah, mis. moi, Dommage, hein, parce que c'était belle bataille avec Arnaud Démare, mais il pouvait pas rentrer dans le top 10 malheureusement. Ah là là. Non, bah Peter Sagan, je l'ai pas mis plus haut parce que en termes de pointe de vitesse, je pense que les quatre devant sont des meilleurs sprinters. Mais bon, voilà, que dire sur Peter Sagan. Même sa fin de carrière complètement ratée, quand même chez Total Energy, on tâche pas tout ce qu'il a fait. C'était la rockstar des années 2010, pardon. Peter Sagan, enfin voilà, c'était plus qu'un sprinter, c'était un Flandrien, mais enfin moi je me souviens encore de Peter Sagan en 2010 quand on l'a découvert sur Paris-Nice, quand il mettait des attaques surpuissantes, des sprints surpuissants. Enfin voilà, il était trop fort ce coureur. C'était vraiment le sprinter qui passait les bosses, celui qui était encore là quand il restait même un groupe de 20 coureurs et qui allait régler tout le monde au sprint, mais qui était capable dans ses plus belles années également d'aller gagner un sprint massif. En 2016, il remporte un championnat du monde alors enfin voilà, c'était à Doha, je crois, au Qatar. Il y a tous les meilleurs sprinters, et puis il y a Cavendish, il y a Matthews, il y a Christophe. Enfin voilà, il y a tout le monde. Et puis bah sur la ligne qui surgit Peter Sagan. Donc non voilà, c'est l'année suivante, il gagne encore au sprint devant Christophe. Enfin voilà, c'est pour moi voilà, c'est plus qu'un sprinter. Peter Sagan, c'est un des coureurs des plus grands coureurs de ces années 2000-2010. Donc forcément pour moi il fallait qu'il soit dans ce classement, et voilà, il m'a beaucoup marqué, Peter Sagan. J'ai vraiment adoré ce coureur, sa façon de courir, etc. Et voilà, et c'est quoi, c'est 7 maillots verts, donc c'est quand même Ouais. assez exceptionnel. Je sais pas si ça va être battu très dans les prochaines années. Je suis pas sûr vu J'ai la la tendance. Ça fait physionomie beaucoup là. actuelle du sprint. Voilà, Ouais. en tout cas, Ça fait beaucoup. il va peut-être avoir longtemps ce record. Donc voilà, Peter Sagan forcément pour moi dans ce top 10. Et bah écoutez, On est oui, à l'entrée du podium là. on est à l'entrée du Ouais. podium. Qui est ton quatrième, Poppy? Quatrième position, on en a parlé un petit peu avant, c'est Robbie McEwen avec l'accent Oh là anglais là, exceptionnel que je incroyable! possède. Oh Ouais, là parce que là, mais Oh là qu'est-ce qu'il là! est je vous avais sexy dit, cet je vous avais dit qu'il accent. était australien ou pas? Non, je vous ai Il jamais est trop dit. fort. Bah, en fait, si. Non, bah, Robbie McEwen, pour moi, devait figurer dans ce top 5. J'ai beaucoup hésité, je savais pas trop. Il a beaucoup traîné en fait. Il aurait pu être 3, mais en fait, il aurait pu être 5, il aurait pu être 6. Mais finalement, il s'est posté à la quatrième position, juste avant le podium. Les trois noms devant, pour moi, étaient forcément des icônes du sprint. Je dis pas que c'est pas une icône du sprint, attention. Mais pour moi, plus une icône du sprint que Robbie McEwen. Alors voilà,
3 maillots verts, 12 victoires étapes sur le Tour, 12 victoires sur le Giro. Il lui manque, comme Titien a dit, des Milan-San Remo, des classiques du sprint un petit peu. Il lui manque ce genre de choses. Il lui manque peut-être aussi un championnat du monde, malheureusement. Tout ne peut pas arriver, mais voilà, Robbie McEwen, c'est une figure du sprint dans les années 2010. Là où, pour ça aussi, je le mets devant des mecs comme Cipollini, qui lui a vu sa carrière au sprint un peu avant 2010, un peu avant les années 2000, pardon. Là où Monsieur McEwen, c'est clairement après les années 2010. Et puis cette façon de sprinter aussi, bien atypique, hein, Tia l'a dit aussi, genre cette manière j'aime bien le mot, de se faufiler dans toute la cohue du sprint, mais en tout cas, c'est aussi ce qui fait reconnaître des excellents sprinters, cette capacité à aller chercher la victoire et être, surtout se dire, mais en fait, il y a un risque que là, je m'en fous, moi, je veux aller gagner et je gagnerai à ma manière et avec mes armes. Et franchement, une belle image du sprint, un bon visage du sprint, Robbie McEwen. Et voilà, il faut aussi rendre honneur, rendre honneur aux légendes. Et voilà, donc Robbie McEwen est quatrième dans mon classement. Écoutez, donc moi, la personne qui a la médaille en chocolat, ce sera, je pense que c'est un de mes coureurs préférés. Euh, c'est Marcel Kittel. On en a déjà un peu parlé. On a parlé des trains qu'il avait eu, etc. Moi, je me souviens de. Alors, c'était un sprint. Alors, il me semble que c'était un sprint à Londres ou un truc comme ça, ou en Angleterre en tout cas, où il gagne avec beaucoup, beaucoup d'avance. C'est ultra impressionnant. Il a partagé sa carrière face à Cavendish quand même. Donc, si il y avait eu peut-être enfin, s'il y avait eu d'autres personnes, peut-être qu'il aurait peut-être gagné un peu plus. C'est quelqu'un qui m'a marqué surtout, comme il a arrêté sa carrière assez tôt pour des raisons, des choses dont on parle pas trop dans le vélo, et je trouve que montrer l'importance de la santé mentale et le fait cet aspect, oui, à santé mentale que les sportifs osent pas trop montrer, et lui a montré, et je trouve que c'est un argumentaire qui se reçoit totalement. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué où je m'étais dit, ah ok, en tant que sportif de haut niveau, on a le droit d'être sensible, on a le droit de montrer ses émotions, il a le droit de dire qu'il est chez psychologue, et je trouve que c'était vraiment une bouffée d'air dans ce monde ultra compétitif qu'est le cyclisme de haut niveau. Et pour ça, ça m'avait marqué, et je m'étais dit, ce mec-là, c'est un mec en or, et ce sera un de mes coureurs préférés, parce que il a assumé ce côté sensible, et je trouve ça super important, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'ai mis encore beaucoup plus haut. Alors, moi en quatrième, j'ai mis un mec, je pense que vous l'avez pas mis, mais moi il m'a beaucoup beaucoup marqué et son palmarès c'est monstrueux. J'ai mis Oscar Freire. Je sais pas si vous l'avez mis. Je Ah pense si, que moi je l'ai mis. vous l'avez mis. Tu l'as mis Moi aussi. aussi, mis. Moi. Voilà. Ouais. Et voilà, je l'ai mis au pied du podium parce que c'est pas un pur sprinter. C'était un sprinter puncher, on va dire Oscar Freire, mais qui a gagné la plupart de ses grandes victoires au sprint, et son palmarès, Oscar Freire, c'est une légende du vélo, hein. C'est quand même 3 titres de champion du monde, c'est comme Peter Sagan, 3 titres de champion du monde au sprint, c'est 3 Milan-San Remo au sprint, c'est 7 étapes de la Vuelta, 4 étapes du Tour de France, 10 étapes de Tirreno Adriatico, un Gand-Wevelgem, une classique de Hambourg, un Paris-Tour, enfin voilà, c'est un palmarès monstrueux. Il a également gagné le maillot vert en 2010. Et plus qu'un sprinter, effectivement, c'était un puncher, puisqu'il a réussi même à gagner un classement général de Tirreno Adriatico. Oscar Freire, ouais, pour moi, c'est un coureur qui m'a énormément marqué. C'était un monstre incroyable. Quand il était là dans un final, il était quasi imbattable, et qu'il était en grande forme. Il y avait rien à faire. Je me souviens encore de Milan-San Remo 2010, là, avec des Benatti, des Bonnen qui sont tous emmenés au sprint, des Petacchi, et puis rien à faire. Oscar Freire, il lance un sprint de malade et il leur met 10 longueurs. Et puis moi, enfin voilà, moi j'étais vraiment fan d'Eric Zabel quand j'étais enfant, et j'entendais le nom d'Oscar Freire, mais comme à l'époque je regardais pas le Tour de France, je regardais pas grand chose, je savais pas trop à quoi il ressemblait, et je savais qu'il était hyper fort, et il s'était ramené sur le Tour de France 2002, et je m'étais dit, ouais, ça me fait peur pour Zabel, et bingo, dès la 3e étape, Oscar Freire, il tape un sprint monstrueux, enfin voilà, il bat Zabel, McEwen, tout ça, quand il était à son prime, Oscar Freire, il était trop fort, et donc c'est pour ça que je l'ai mis
Je l'ai mis à cette place du top 10, pas sur le podium parce que c'est 3 purs sprinters et que c'en est pas un, mais en tout cas, il a un des plus gros palmarès des coureurs du 21e siècle. C'est assez impressionnant. Quand même, trois monuments, 3 titres de champion du monde. Donc, Oscar Freire, médaille en chocolat, mais il en a tellement gagné des belles médailles que je pense qu'il m'en voudra pas. Bah, moi, je te suivrai sur ce point-là. Je pense que tu l'as vu beaucoup plus courir que moi, mais juste au niveau du palmarès, moi, je l'ai mis un tout petit peu plus haut. Et comme enfin, il courait chez des Néerlandais aussi, je me suis dit, je vais le mettre sur le podium. Toi, Poppy, tu t'y as pas pensé. Non, bah tu vois, quand j'ai commencé mon top 10, j'ai balancé le nom de ce que je suis en général, hein. J'ai écrit tous les noms de sprinters qui me viennent par la tête, et le nom d'Oscar Freire, malheureusement, il m'est pas venu. Et je me suis dit que bah voilà, s'il n'était pas venu, c'est que c'est pas un coureur qui m'avait forcément plus marqué que ça. Alors après, voilà, j'ai pas pu le voir autant courir que les autres. Euh, ou autre, mais ouais, c'est pas un nom qui m'est sorti, tu vois, sur ma liste là, Ouais, je il est pas dans comprends. ces noms-là, donc voilà, forcément, je l'ai pas mis, tu vois. C'était pas un pur Euh, sprinter, on va dire. C'était pas un pur sprinter, mais quand il il était était là dans. complet, Ah, il était très complet, ouais, bah, vu le ouais, palmarès, ouais. il était très très complet. Donc c'est pour ça que moi je voulais le Il mettre était pas spécialiste du dans ce sprint, top quoi. 10. Exactement, et c'était pas un spécialiste du sprint. Mais je pense que sur notre podium maintenant, on a que des très très grands spécialistes du sprint. Et à toi l'honneur, Poppy, Mm. qui a la médaille de bronze. Et ben en troisième position, on en a parlé juste avant, Peter Sagan. Peter Sagan, un coureur que moi j'adore, je suis fan du personnage. C'était le vent de fraîcheur du sprint. En fait, je sais pas par où commencer avec Sagan. C'est-à-dire que déjà il y a 7 maillots verts. Voilà. Ouais. L'année où il gagne pas le maillot vert en 2017, c'est parce qu'il est exclu du tour. Et c'est Michael Matthews, il me semble, qui le récupère. Il est exclu du tour. C'est un coureur qui avait une intelligence dans le sprint, moi, que je trouvais impressionnante. C'est-à-dire, des fois, tu le vois tout seul en plein milieu des sprints, en plein milieu des trains, des Kittel, des Greipel, etc. Et il se fait sa place, il suit la bonne roue, et au moment où il faut dégainer, il dégaine, et boum, Sagan qui gagne l'étape. Quand il était vraiment le plus fort, c'était une dominance exceptionnelle, vainqueur aussi, on l'a dit, hein, mais du Tour des Flandres de Paris-Roubaix, voilà, qui sont pas des courses spécialisées dans le sprint, mais voilà, il a quand même gagné ces courses-là, il faut le dire. C'est un tout-terrain, Peter Sagan, au-delà de la blague au-delà de la blague du fait qu'il est passé par le VTT, c'est un tout-terrain. C'est le coureur qui, pour moi aussi, à sa manière, révolutionner le sprint. Voilà, de se dire, bah en fait, je vais dans les échappées, je vais prendre les sprints intermédiaires. Il n'y a pas que les victoires d'étape sur le plat qui vont compter. C'est un coureur qui a, pour moi, avec un autre coureur qui, pour moi, a la plus grosse longévité en termes de sprint dans le peloton au 21e siècle et même en règle générale. Une longévité sans limite, hein. Peter Sagan, on le voit apparaître au début des années 2010 et finalement, même en 2019, lors de son dernier maillot vert, et même après, tu vois, même quand il est chez Total Energy, on arrive à en parler. Voilà, est-ce que Sagan peut gagner une étape? Tu vois, genre, c'est pendant 10 ans, le mec est là. Et je trouve ça très très fort. Alors, il lui manque malheureusement deux, trois choses. Voilà, ça aurait été sympa de le voir sur un Tour d'Espagne. Qu'est-ce que ça aurait donné si je dis pas, il a pas gagné Milan-San Remo, hein, je dis pas de bêtises. Non. Non, voilà, bah, il lui manque aussi ce Milan-San Remo. J'avais peur de faire l'erreur, mais il lui manque ce Milan-San Remo, par exemple. Ah, il lui manque pas grand-chose à Peter Sagan et je l'ai mis en troisième. Je voulais lui rendre honneur par rapport à tout ce qu'il a gagné et tout ce qu'il a apporté au sprint, mais aussi il y a, comme Titien l'a expliqué avec Oscar Freire, il est complet. C'est un coureur qui peut aller gagner des étapes un petit peu punchy. C'est un coureur qui va gagner des Flandriennes. Voilà, Sagan, je pourrais en parler des heures. Et puis, c'est une interview qui m'a marqué de lui où il explique qu'en gros, voilà, tu vois, il est très nonchalant quand il parle. Et tu le vois, il y a une étape l'étape arrivée à Colmar en 2019. euh, je crois que c'est à cette étape-là où il dit à un journaliste, il fait, tu veux quoi? Tu veux que je bouffe ton micro ou genre je viens de gagner là, tranquille, normal, tu vois? Et c'est vraiment machine à gagner, Peter Sagan. Mais en même temps, capable de signer une dédicace sur son vélo dans un col à 1800 mètres d'altitude. Enfin, c'est exceptionnel. Sagan, c'est vraiment le vent de fraîcheur du sprint. Et merci Peter Sagan d'avoir apporté ce qu'il a apporté au vélo.
C'était un très bel hommage. Ouais, très Ouais, bel je sais. hommage. C'est Malheureusement, je très parle très pas bel slovaque, hommage. j'aurais pas pu vous le faire en slovaque, désolé. T'aurais pas pu faire l'imitation avec la voix nasillarde. Tu veux pas tenter le coup? J'aurais bien voulu, mais je peux pas. Je peux pas, malheureusement. Ah, ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bah du coup, moi, sur la troisième marche du podium, j'ai mis, bah, on en a déjà parlé. Donc, tiens, on a déjà parlé, c'est Oscar Frère que j'ai mis troisième, mais je ne l'ai pas vu courir. J'étais même pas encore né quand il a commencé sa carrière. On l'a découvert alors c'est quand il devient champion du monde en 99, donc ça rentre pas dans le top 10. Mais le fait qu'il ait couru un peu en électron libre, le fait que ce soit pas, enfin c'est pas un pur sprinter comme tu le disais, mais le palmarès, 3 fois champion du monde, 3000 en San Remo, c'est absolument monstrueux. Mais Titien a fait un très bel hommage et je pense qu'on va pouvoir passer à Titien. J'ai beaucoup hésité entre mon deuxième et mon troisième. Mais en troisième position, j'ai mis. On en a déjà parlé, je pense qu'on va continuer à en parler. J'ai mis Alessandro Petacchi. Comment dire, Petacchi, il aurait mérité la deuxième position au vu du palmarès. Après, je crois qu'Alessandro Petacchi, il a aussi eu à faire petites affaires de dopage, tout ça. Donc, ça l'a fait redescendre un petit peu d'une marche. Ouais, Petacchi, après Closier, surtout moi qui ai découvert ça, j'ai découvert le vélo Exabel et très vite il a été dominé par McEwen et puis ensuite par Petacchi. Je me souviens encore de son impressionnant Tour 2003 où Alessandro Petacchi, c'était vraiment le maître du sprint, quoi. Il y avait 4 sprints massifs en première semaine, il va claquer les 4. Il était injouable et il va claquer les 4 avec plus d'un vélo d'avance à chaque fois. Sur le Giro, j'en parle même pas. Voilà, il a une série de plus d'une vingtaine de victoires sur le Giro. Je me souviens notamment de sprint entre lui et Cipollini, et c'est pour ça que je l'ai mis bien plus haut que Cipollini. C'est sur les années 2000, il n'y avait pas photo. À partir de 2003-2004, Petacchi était largement le meilleur sprinter du monde à l'époque, bien plus fort que Cipollini. C'était un monstre du sprint. Il y avait rien à dire. Simplement derrière, les grands tours, surtout le Tour de France, c'était dur pour lui de passer la montagne, donc il a très souvent abandonné. Il y a quand même un Milan-San Remo en 2005, donc ça reste quand même un monstre seigneur du sprint. C'est vraiment dommage ces affaires de dopage, parce qu'en plus moi c'était un cycliste que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il avait un très très beau style sur le sprint, et lui aussi ça a été vraiment un peu l'élève on peut le dire de Mario Cipollini, puisque clairement Petacchi c'était le train de la face à Bortolo, c'était rodé comme une horloge, mais c'était 6 mecs et puis Petacchi en 7ème position à partir des 5 derniers kilomètres, et je me souviens, ça m'impressionnait, personne pouvait les passer, quoi. C'était le train avec son dernier lanceur, et voilà, Petacchi avait plus qu'à finir le travail. Ça semblait d'une facilité pour lui de gagner les sprints, et dernier argument pour le mettre aussi haut, c'est la longévité. Je me souviens encore de lui qui gagne un sprint, je crois, sur le Tour en 2010, donc bien longtemps après son prime. Et Petacchi, c'est vraiment un coureur qui a duré. Je crois que même en 2010, il doit faire podium sur San Remo, alors qu'il commençait à se faire un petit peu vieux. Donc très très grand sprinter, Alessandro Petacchi, et pour moi c'était une évidence que de le mettre sur ce podium. Il gagne son maillot vert justement sur ce Tour de Ouais. France 2010. Mais je crois qu'il était devenu un petit peu plus complet, en fait, moins rapide, et puis surtout il était confronté à la concurrence de Cavendish, mais je crois qu'il était devenu un petit peu plus résistant et un petit peu plus complet. Il passait mieux la montagne que quand il était vraiment le roi du sprint. Et écoutez, si ça vous va, Poppy, on va passer à ton deuxième. Qui loupe la marche de peu ou de beaucoup, tu vas nous le dire. Il n'y a plus beaucoup de noms, normalement. Je pense qu'on commence à se voir ce qui se dessine. Et bien, numéro 2, tiens, tu viens d'en parler. J'ai mis Petacchi. Je suis un peu surpris que tu n'aies pas parlé de son surnom que j'ai trouvé. Je le connais pas. Et je pense que c'est le meilleur surnom de tout son surnom, c'est Allejet. Pour c'est pas mal, par ça. rapport à la vitesse. C'est vraiment bien. Allejet, et je trouvais ça très classe. Non, du coup, Alessandro Petacchi, tu viens grosso modo de faire le gros résumé, hein.
Si je dis pas de bêtises, c'est le seul coureur du 21e siècle en tout cas qui a gagné, qui a ramené le maillot du meilleur sprinter sur les 3 grands tours. Dans l'histoire, je ne sais pas, j'ai pas fait mes recherches. Je pense que sur Sagan, ce il que- l'a mais- pas fait. Non, Sagan n'a pas le maillot de Tour Il a d'Espagne. pas la... Ah, Ouais, il a pas la Volta, il l'a pas. Belle stat. Donc c'est le seul qui a fait les 3, donc je me dis ah ouais quand même c'est costaud. Alors après quand je suis allé regarder plus affinement, c'est pas non plus contre des ténors, mais bon sur le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, je crois que c'est McEwen son principal rival, mais il me semble que McEwen abandonne et qu'il est pas dans le classement final, donc bon. Après voilà, il faut aussi être là tout le long, mais en tout cas ça veut dire qu'il a pu aller au bout et ramener les 3 maillots, donc c'est quand même un bel exploit. Vainqueur de Paris Tour et demi dans San Remo, on l'a dit, qui sont des courses voilà quand même plutôt connotées sprinter. 48 étapes sur les grands tours, j'ai le chiffre sous les yeux, c'est impressionnant. Record de victoire sur un seul grand tour en termes de sprint, il me semble 9 sur le Ouais, Giro d'Italie 2004. c'est ça, exactement. Ouais, et La moitié, du coup, il a ouais, gagné la moitié des étapes du Giro. Putain, c'est ouf. ouais, quasiment, c'est Ah dingue. ouais, Hein. Alors incroyable. qu'aujourd'hui, quand on voit Pogacar gagner 5 étapes, on est tous fous. Et c'est bon, calmez-vous. Hein. Il y avait Petaki à l'époque, et là on rigolait pas. Non, mais sinon, longévité quand même assez exceptionnelle. Hein. Tiens, tu l'as dit également, 3e de Milan San Remo en 2010, alors qu'on est vraiment sur une fin de carrière, plus sur une fin de carrière. Et c'est. Hormis Sagan, peut-être c'est le seul qui. Non, peut-être que je ne vais pas dire de bêtises, mais j'allais dire, hormis Sagan, c'est peut-être le seul avec qui, entre son premier maillot distinctif et son dernier, il y a le plus d'écart. Puisque Sagan, c'est 2013-2019, et lui, c'est 2004-2010. Donc ça fait 6 ans. Donc ça fait 6 ans pour les deux. Mais voilà, un sprinter qui est tout le temps dans les grands coups, dans les grands moments. Dangereux sur tous les fronts en fait. Quand t'as un sprint et que t'as Petaki, bah grosso modo c'est inquiète-toi ou limite songe peut-être à savoir comment tu vas faire pour pas finir hors du podium quoi. Grosso modo. Hein. Comment faire pour être deuxième? Alors, non mais voilà, Petaki une pointe de vitesse assez folle et voilà, je vais pas non plus trop en rajouter, mais voilà, Petaki pour moi était deuxième de ce classement. Et messieurs, moi j'ai mis en deuxième place, j'ai mis Peter Sagan parce que il a été 22e fois 22 fois deuxième sur le Tour de France, il me semble. Donc je pensais que la deuxième place lui allait plutôt bien. Non, mais pour moi c'est le successeur de Cipollini niveau personnalité. C'était un peu la rockstar. C'est au niveau palmarès, on a déjà fait un peu tout ce qu'il a gagné. Il a quand même gagné 3 fois le championnat du monde de suite. C'est quand même, ça peut vraiment se souligner. Et c'était aussi, on en a parlé sur les vainqueurs de classiques. C'est un mec qui était ultra tout terrain. Il gagnait des sprints massifs. Il pouvait aller se mettre dans des échappées. C'était du grand n'importe quoi. Je pense que on reverra pas vraiment un coureur de ce type de sitôt. Et c'est juste pour ça qu'il devait être deuxième pour moi. Ouais, bah écoute, je suis d'accord avec vos deux deuxièmes, les gars. Dans tous les cas, c'est des légendes du vélo. Et ben, moi, en deuxième position, j'ai mis Marcel Kittel. Alors, je l'ai mis très très haut, mais pour moi, c'est un monstre, Marcel Kittel. Et c'est fou, mais c'est le sprinter que j'ai vu dans l'histoire qui m'a le plus impressionné. Parce que pour moi, c'est vraiment le seul sprinter qui, à son prime, était plus fort que Cavendish prime. C'est-à-dire que Marcel Kittel, il a quand même lutté avec Greipel et Cavendish. Et à cette époque, Greipel et Cavendish, c'était les deux autres monstres du sprint. Et Cavendish, c'était déjà, depuis 5-6 ans, il était là. C'était un monstre du sprint. Et pour moi, Kittel, quand il a vraiment été à son prime, a été vraiment plus fort que Cavendish quand il était au top. Évidemment, il a énormément moins de longévité, donc il pourra jamais être devant Cavendish dans un classement. Mais je pense vraiment que si tu mets sur une ligne de départ les deux avec les meilleures jambes de leur carrière, il y a des chances que Kittel soit devant. C'est le sprinter qui m'a vraiment le plus impressionné sur un sprint. Alors sprint plat évidemment, puisque Marcel Kittel passait pas un pont d'autoroute, mais qu'est-ce qu'il était impressionnant, cette puissance, ce mec qui partait de l'arrière là et qui te remontait, il y avait rien à faire. C'est vraiment, et j'ai encore en tête pour moi un des plus sprints et les plus marquants de ma carrière, c'est le sprint des Champs-Élysées de Tour de France 2013
où en fait sur ce Tour de France, t'avais Cavendish, Kittel et Greipel qui étaient les trois à leur prime, et Kittel avait déjà gagné 3 étapes, je crois que les 2 autres avaient dû en gagner 1 ou 2, et à ce sprint, et les trois, enfin, qui partent en même temps, Kittel avec dans sa roue Greipel et en 3e position Cavendish, et jamais les deux ne pourront le remonter, et Marcel Kittel, impressionnant de puissance, qui s'impose, ça fait une super photo entouré de Greipel et de Cavendish, et c'était un monstre de puissance qui malheureusement a pas eu la suite de carrière qu'il aurait dû avoir, et finalement il a eu un prime très 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 court de 3-4 ans, mais qu'est-ce qu'il était impressionnant. Pour moi c'était une bête de sprint. Ouais, j'ai rarement vu, enfin je pense que jamais vu de sprinter qui m'a autant impressionné, c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut. Je comprends que vous l'ayez mis plus bas vis-à-vis du palmarès, etc., mais je sais pas, ce mec il a quand même eu peut-être 3 Tours de France où il a vraiment été au top, et pourtant je sais pas combien de victoires il a sur le Tour de France d'étapes, mais il y en a près de 15 je crois, 14 étapes sur le Tour de France en seulement 4 Tours de France, donc ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est fou, ouais. Ouais, Énorme, ouais. donc pour moi c'est pour ça que je retiens vraiment Marcel Kittel comme étant le sprinter le plus rapide en termes de pointe de vitesse que j'ai jamais connu. Bah, moi, c'est ce qui m'a fait le mettre plus bas, c'était vraiment au niveau longévité, Ouais, parce je que les comprends, autres, ils ont tous tellement des carrières qui sont longues, enfin, ça s'étend sur des 10 ans, des fois, voire plus, que son prime était tellement court, mais c'est un coureur tellement attachant, enfin, si ça tenait qu'à moi, il serait aussi un peu plus haut, mais c'est trop court son prime pour moi. Non, en vrai, s'il avait pu aller au bout de sa carrière, ça aurait été vraiment. Il aurait pu rentrer pour moi dans une discussion de podium facilement, tu vois. Et je suis d'accord avec Titien, quand tu parles de la puissance, c'est vrai que on oublie trop vite qu'en fait, Kittel a été là que 4 ans sur le tour et il a été ultra dominant. C'était vraiment impressionnant, et non, mais clairement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et bah très bien, et bah écoutez, je Il me semble pense qu'on a que tous, je pense qu'on va parler de la première place. Alors les gars, si on n'a pas le même, c'est fou, mais on a tous mis Stéphane Kung, non? Évidemment. bah non, on a Serboni pour moi. Oh, purée, les noms. Jean-Patrick Nazon. Il était fort, vainqueur sur les champs, dernier français vainqueur sur les champs, hein. Oui, c'est vrai. On ne se moque pas C'est de vrai. Jean-Patrick Nazon, hein. Non, bien sûr que non. Non, bah Marc Cavendish, hein. Yep. Bah oui, Bah vas-y, Poppy. le missile. Bah voilà, c'était. Non, mais je pense que aussi le but c'était un peu de lui rendre hommage à travers cet écrase le pédale, puisque il rend j'ai envie de dire qu'il rend son vélo pour sa dernière année avec le record du Tour de France, ce qui est pas rien. Ah ouais. Rien, ouais. Je pense que c'était enfin, c'est peut-être l'image de l'année pour beaucoup, en tout cas pour tout le monde anglo-saxon, je pense que c'est l'image de l'année. Et pour beaucoup de fans de cyclisme, aussi l'image de l'année, c'est sa victoire. Mais vas-y, Poppy, déroule le palmarès. Non, mais même pour ajouter sur cette victoire étape, c'est pas une victoire étape vaseuse non plus, hein. Faut se rappeler le contexte de sa victoire cette année. Elle est quand même, enfin, elle est belle, hein, cette victoire. Il va la chercher. Il lit bien le sprint. Voilà, à son âge, il a quel âge? Cavendish, il a 38, non? 38, Ouais, 39, un truc comme ça. Un truc comme ça. Il est Ouais. vieux. Ouais, quasiment 40, quoi. Et une lecture du sprint quand même assez exceptionnelle. C'est un gabarit. En plus, il est vraiment tout petit, Cavendish. Donc, tu vois, niveau prise au vent, c'est pas mal aussi. Mais ouais, le palmarès, de toute façon, on pourrait l'étendre. Il est pas aussi impressionnant qu'on pourrait le penser. Mais en fait, c'est un coureur qui a tellement été dominant, et qui a eu un peu à la même image que Sagan, ce côté très nonchalant. Mais pas une nonchalance en mode ah, en vrai, les médias, ça me saoule en fait de vous répondre, ça me saoule d'être sous tout ce qui est médiatique, tout. C'est juste que, pareil, dans une interview, Cavendish, il explique, il fait: moi, mon taf, c'est de gagner des courses. Voilà, c'est mon boulot. Si tu viens me faire un truc qui me fait sortir de mon taf, bah oui, ça va me saouler. Genre, imagine là, je prends ton micro. Imagine, je le secoue dans tous les sens et ça va te saouler. Bah, moi, c'est pareil. Quand tu vas me parler, ça me saoule parce que tu me déconcentres de mon objectif qui est de gagner. Et Cavendish, c'était une machine à gagner. Il était là pour ça. Et on voit, hein, ces victoires d'étape, elles sont là, hein, 35 sur le Tour, une quinzaine sur le Tour d'Italie, 2 ou 3 sur le Tour d'Espagne. Euh, c'est c'est impressionnant, c'est vraiment une machine à gagner. Et là où les autres sprinteurs, certes, ils sont là pour la gagne, ils sont là pour aller chercher des victoires de prestige, des maillots de prestige, des courses de prestige. Mais je sais pas, Cavendish, il avait vraiment ce truc de la puissance, la lecture du sprint, l'envie de gagner,
cette arrogance à pas se laisser faire. Et voilà, puis voilà, il sort aussi de la piste, ce qui l'a pas mal aidé. Il a aussi gagné Milan-San Remo, ne l'oublions pas. Et puis Champion du monde aussi, quand même. champion du monde, ouais. Champion du monde, donc ouais, il a été sur tous les fronts et pendant quasiment 20 ans en fait. Ouais, Cavendish, il est là pendant quasiment 20 ans, j'abuse un peu, mais pendant bien une dizaine d'années, une 10-15 d'années, il a été présent. Et ouais, non, mais oui, c'est ça, 15 ans, hein, grosso modo, où il a été présent et une longévité exceptionnelle aussi. Donc ouais, voilà, Mark Cavendish, il faut rendre hommage au missile de Manx pour sa dernière année. Eh bien, oui, il faut lui rendre hommage. Et enfin, ce qui est marquant aussi, c'est ce trou. Enfin, pour moi, c'est ce trou dans sa carrière, euh, d'où il est revenu. Enfin, avant de signer chez Soudal, quand il était chez comment elle s'appelait l'équipe Bahreïn, Bahreïn McLaren Victoria. ou Ouais, McLaren. Bahreïn McLaren. Victoria. McLaren, je sais plus quoi, le maillot orange là. Et on le voit à l'interview en larmes, il dit ouais, c'est sans doute la dernière course de ma carrière. Tu vois que ce mec c'était un amoureux du vélo quoi. C'est que, enfin, un amoureux du vélo ou de la gagne, je sais pas si Les laquelle deux. des options. Je pense que c'était les deux, mais l'histoire est magnifique. Ça sort d'un film. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a ultra dominé chez presque toutes les équipes où il est passé. Chez HTC, c'était n'importe quoi. Il gagne très très vite dans sa carrière. Enfin, c'est un palmarès énorme. Quelqu'un qui était très très attachant, détestable pour certains, incroyable pour d'autres. Et t'as l'image sur les champs quand il vient gagner. Il me semble que c'était avec le maillot de champion du monde. Bah, c'est magnifique quoi. Enfin, ses sprints, il est maîtrisé parfaitement. Et enfin, surtout le retour enfin, quand il gagne le maillot vert avec la quick step, c'était super. Ouais, bah moi je retiens aussi beaucoup ses premières années à Mark Cavendish, enfin ce mec là qui était à l'époque chez l'équipe Columbia, HTC Columbia, avant les maillots bleus là, et je me souviens qu'il m'avait impressionné sur le Tour de France avec cette vitesse, etc. Enfin voilà, non, c'était impressionnant et il a très très vite enquillé les années à 4-5 victoires à chaque fois sur le Tour de France. J'ai souvenir également du Tour de France 2012 où il était chez Sky avec le maillot arc-en-ciel et dans une des dernières Ouais. étapes, il y a deux échappés là, il y a Luis Sanchez et puis un autre mec qui se font rattraper à 300 mètres de la ligne et en fait, t'as une vue caméra de haut. Tu vois les deux mecs qui se regardent avant le sprint, qui commencent à lancer leur sprint. Et avec la vue aérienne, tu vois surgir Cavendish en survitesse, mais vraiment, c'était hyper impressionnant. Et les deux autres, ils se rassurent tout de suite. Ils font OK, il reste 200 mètres, c'est fini, il a déjà rattrapé. Et Cavendish, il finit quasi, je crois que sur la ligne, il met 2 secondes au reste du peloton, tellement il a été rapide. Enfin, c'était une fusée, le mec. C'était vraiment très très rapide et ouais, c'était hyper impressionnant, quoi. Et à partir, ouais, il a commencé à subir la concurrence des Greipel Kittel à partir de 2012-2013. Et je me souviens qu'il avait fait un comeback incroyable sous l'équipe Dimension Data en 2016, là, alors que ça faisait 2-3 ans qu'il était un petit peu dominé par Marcel Kittel, etc. Et il gagne 4 étapes en 2016. Là, tu te dis, ah ouais, Cavendish is back, etc. Et puis à partir de 2017, voilà, voilà, il tombe un peu en enfer pendant 2-3 saisons, bah, comme tu l'as dit. Et puis encore un nouveau comeback en 2021 avec ses 4 victoires sur le Tour de France. Enfin voilà, c'est histoire assez incroyable, Mark Cavendish, mais c'est un mec qui a une longévité de fou, enfin un palmarès de folie parce que voilà, il y a pas que les maillots verts, il y a pas que les victoires d'étape sur Grand Tour, il y a quand même un Milan-San Remo et enfin moi ce Milan-San Remo il m'avait marqué, c'est celui où je sais pas si vous vous souvenez, c'est celui où Osler il sort là à 300 mètres, qui anticipe le sprint et tout le monde se dit c'est fini. Et Cavendish il y va avec l'énergie du désespoir et il saute Heinrich Osler vraiment. Enfin voilà, à 3 mètres de la ligne il avait perdu et finalement sur la ligne il le bat d'un boyau et c'est ça Cavendish, c'est ce kick incroyable pour arriver à battre les meilleurs, ce titre de champion du monde. C'est un des plus grands, c'est sûrement probablement le plus grand sprinter de tous les temps, même si on n'a pas évidemment suivi tous les sprinters qui sont passés depuis le début du cyclisme, mais en tout cas le palmarès est incroyable, le style également inimitable sur le peloton et dans le peloton, ouais voilà, Mark Cavendish c'est une légende tout simplement du cyclisme et à moins qu'il nous rajoute une année surprise, mais je pense qu'il avait envie de partir sur cette dernière victoire, donc je pense pas qu'on le reverra en tout cas
Bravo pour toute Ce serait sa dommage de le carrière. voir. Ouais, je pense pas là. Je pense qu'il a parcouru depuis le Tour de France, donc je pense que il voulait finir là-dessus. Donc bravo Mark Cavendish et une carrière incroyable. Et bah écoutez, voilà, c'est la fin de ce top 10. Bon, le vainqueur, enfin c'était sans surprise hein, pour la première place. Je pense Oui. qu'aucun de nous Ouais. n'a hésité, mais c'était top de le faire. Bon, on et l'a mis en finalement, 1 et après on a voilà. réfléchi, quoi. Ouais, exactement. C'était une émission hommage, presque. Ouais, après on avait quand même un classement assez différent. Je pense qu'on n'a pas tous eu la même sensibilité vis-à-vis de tous les sprinters et c'est ça qui est top. Donc bah voilà. Merci les copains, c'était un plaisir comme d'habitude. Plaisir partagé, hein. C'était un plaisir partagé de parler des ogres du cyclisme. Et bah tout à fait. Et bah écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, pas du tout. On peut conclure. Hein. Et ben super, en tout cas voilà, un nouvel écrase les pédales qui prend fin. On espère que vous avez tous apprécié cette émission. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager et puis à vous abonner comme j'ai dit au début de la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires également pour nous dire quel écrase les pédales vous aimeriez, quel nouveau top 10, est-ce que vous voulez qu'on fasse un top 10 sur une autre catégorie de coureurs, sur des courses qu'on a vécues, sur des choses comme ça, n'hésitez pas, nous ça nous nourrit et puis ça nous permet également de répondre un peu à ce que vous avez envie d'écouter. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas écrase les pédales va sûrement revenir pendant l'intersaison, c'est un petit peu le moment de vous proposer des émissions comme cela pendant que nos coureurs sur route se reposent et que les épreuves de cyclocross s'enchaînent. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très très prochainement sûrement pour la fin de saison, pour les dernières épreuves et pour d'autres émissions. À très bientôt tout le monde et encore merci les copains et puis à bientôt. Bisous à tous. Des bisous à tout le monde et allez Romain Bardet.